Merci de choisir la RFM pour vous informer. Il est 18h le journal. Mystère autour d'un corps sans vie retrouvé à Mamatoro dans la région de Ziguinchor. La victime était dans une citerne d'un camion de vidange. Pour le moment, pas d'informations sur les causes de décès. Les personnes citées par le rapport de la Cour des comptes doivent s'expliquer. C'est l'avis du député Moustapha Cissé-Lo. Il milite pour la reddition des comptes. Au même moment, le président Macky Sall annonce une commission qui va donc exploiter les rapports de la Cour des comptes. Le verdict est tombé ce matin dans l'affaire qui opposait des jeunes de Mbour à leur maire Fallou Silla. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes. On lui reproche d'avoir transformé un espace public en centre commercial. L'aménagement des espaces communaux, ce sera d'ailleurs le sujet du débrief avec Adama Gueye, spécialiste de la décentralisation. Ce sera dans la seconde partie de ce 18h. Vous aurez également les sports, le magazine En Classe, magazine consacré à l'éducation. Hassan Diouf assure la partie technique de ce 18h. Bonsoir et bienvenue. D'abord, cette découverte macabre à Ziguinchor, le corps sans vie d'un homme retrouvé dans une citerne d'un camion de vidange. C'était en mi-journée à Mamatoro, où la commune de Ziguinchor déverse ses ordures. Un autre jeune retrouvé sur les lieux est vivant. Il a été admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. Les explications du maire d'Enampor, Khalifa Bassène, au micro de Lamine Ba. Ce qui s'est passé, c'est le suivant. Le chauffeur du camion bénéficiant d'un marché au Cap, au marché d'arrosage ou de vidange, est venu nettoyer son camion ici hier vers 17h. Nettoyer le camion pour éventuellement enlever le sable. Alors, puisque c'est seulement sa famille qui savait qu'en tout cas il était venu nettoyer et partir, quand le gardien est passé ce matin, il a trouvé le camion. Premier, en tout cas, constat, pour lui, le camion est tombé en panne. Il est resté pendant presque 2 heures de temps. Il a commencé à appeler le chauffeur. Le portable et du chauffeur et de l'apprenti sonne, mais il ne pouvait pas entendre parce qu'effectivement, ils étaient tous à l'intérieur. Il a ouvert donc la partie chauffeur et apprenti. Il n'y avait personne. C'est là qu'il a commencé à paniquer. Il m'a appelé, il a appelé les autres collègues chauffeurs. Donc, comme nous l'avons tous constaté, ils sont à l'intérieur. Alors que pour nettoyer le camion, il fallait l'ouvrir de l'autre côté. Ils n'avaient pas besoin de passer par là. Est-ce que effectivement c'est comme ça? Ils sont rentrés eux-mêmes à l'intérieur pour nettoyer. Est-ce que c'est autre chose? Vraiment, pour le moment, nous on sera les là. Il y avait 2 personnes, le chauffeur et son apprenti. Et l'apprenti, on a pu le sortir. En tout cas, là où nous parlons, il respire encore, il est à l'hôpital régional. Khalifa Bassène, c'est le maire d'Enampor dans la région de Ziguinchor. Restons dans le sud du pays, dans le département de Vélingara. 8 cases des vivres de l'argent, entre autres emportés par le feu. C'est à Kambassé Ogo, dans la commune de Linkéré. Ces habitants ont eu du mal à éteindre le feu à cause du manque d'eau dans le village. Le récit de Abdoulaye Diallo à Kolda. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré à Kambassé Hogo, village de la commune de Linkering situé dans le département de Vélingara. Le bilan fait état de 8 cases, des vivres, des récoltes, des vêtements et divers bagages et de l'argent qui ont été réduits en cendres par l'incendie. Selon des témoins, c'est un feu de brousse qui s'est propagé jusque dans ce village. La maison du chef de village et celle de son frère ont été toutes calcinées par les flammes. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers de Médina Gounass, le feu avait fini de ravager tout objet qui était sur son passage. Aucune perte en vie humaine, encore moins un blessé n'a été enregistré. Les habitants du dit village ont eu d'énormes difficultés à éteindre le feu, car cette zone est confrontée à un problème d'accès à l'eau. Le village en question ne compte qu'un seul puits. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Kolda, il est 18h passé de 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Le président de la République va donner une suite aux 3 derniers rapports de la Cour des comptes. Macky Sall annonce la mise en place d'une commission qui va exploiter les rapports 2015, 2016 et 2017. Rapport rendu ce week-end, il est rendu public ce week-end. Il s'est donc prononcé au micro de nos confrères de la RTS en marge de la cérémonie de levée des couleurs. Mohamed Ali Mouba, donc, que nous allons écouter. Il va revenir sur cette déclaration du président Macky Sall sur les derniers rapports de la Cour des comptes.
Le président Macky Sall qui annonce la mise en place d'une commission qui va donc exploiter ces 3 derniers rapports. Nous allons plus tard écouter Mohamed Ali Mouba. Nous allons donc avant lui écouter Moustapha Cissé Lo, lui, qui parle de ces 3 rapports. Il estime que les personnes citées dans cette affaire doivent rendre des comptes. Le président sortant du Parlement de la CEDEAO est au micro de Adja Maricham et Papa Balagueya. Nous avons représenté dignement le Sénégal. Il fallait en dire un mot. Je suis content. Je soutiens l'équipe. Je l'ai dit à Aimé Yassine. Je resterai un conseiller privilégié parce que je connais mieux que ce Parlement. Et j'ai abattu un travail énorme et colossal. Mais il faut arrêter les jalousies. Il faut arrêter les mensonges. Il faut arrêter les intimidations. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons représenter dignement ce peuple. On ne peut pas dire que tout est rose. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'il advienne. Moi, j'ai commandité 2 audits. L'autre audit, ce n'était pas moi, c'est les chefs d'État qui ont commandité une audit de notre institution, le Parlement, et des conclusions ont été rendues en 2018. Il y a une seconde audit externe qui avait été lancée par moi-même et le bureau. C'est ça la bonne gouvernance, qui est sobre, vertueuse. On ne peut pas aujourd'hui dire que Moustapha Cissé Lo a pris $1. D'autres ont dit qu'ils ont pris 200 millions, 150 millions au Sénégal. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Et les autres institutions, il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça la vérité. Moustapha Cissé Lo qui donc parlait en marge d'une cérémonie d'installation donc de députés qui vont représenter notre pays à la 5e législature au Parlement de la CEDEAO. Il s'agit de Aimé Yassine, Ibrahima Sall, Souleymane Ndiaye, Madame Adama Silla, Abdoulaye Wilane et Madame Wore Sarr qui sont donc les titulaires pour représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO. Nous revenons à la déclaration du président Macky Sall sur les rapports de la Cour des comptes. Le président Sall donc qui annonce que comité de suivi sera mis en place. Je vous propose de suivre Mohamed Ali Mouba. D'emblée, le président Sall se félicite des résultats publiés par la Cour des comptes tout en les ramenant à ce qu'il appelle leur juste proportion. Il est très important qu'on remette dans le contexte le sens des rapports de la Cour des comptes, le sens des rapports de l'Inspection générale d'État et le sens des rapports quotidiennement produits par le contrôle financier qui, lui, au quotidien, veille et accompagne la gestion des entreprises publiques. Il est à noter des manquements au respect sur les procédures, des entorses, code des marchés et surtout, il a été noté aussi des recommandations pour corriger souvent des erreurs de procédure ou des actes non conformes. Donc voilà la bonne lecture qu'il faut avoir, c'est moins ce qui se penche dans la presse comme ça, que les mesures qui ont été préconisées par nous-mêmes pour que justement les deniers publics soient gérés de la meilleure des façons qu'ils soient. Entorse au règlement, erreur de procédure à la place de détournement, et pourtant la Cour n'a pas fait que cela. Elle a épinglé des personnalités publiques pour de réelles fautes de gestion, des détournements. Et là, le président de la République concède que le suivi sera fait. De la Chambre de discipline financière, et je dois vous dire que beaucoup de managers en réalité sont attraits devant cette chambre, peut-être qu'elle ne fait pas l'objet de publicité et c'est tant mieux ainsi, mais des sanctions réellement pécuniaires sont faites et les sanctions qui nécessitent que la justice se prononce, évidemment, seront toujours transmises. Ces dossiers seront transmis au niveau de juridiction. Pour donner des gages de bonne gouvernance, le président Sall promet sans plus de précision de créer une commission qui va exploiter les rapports de la Cour des comptes. Exploiter au maximum. Le président Macky Sall promet l'achèvement des travaux du siège de la Cour des comptes
pour plus d'efficacité. Mohamed Ali Mouba, à 18h passé de 11 minutes. La suite de ce journal, 2 ans de prison dont 3 mois ferme. C'est la peine infligée au maire de Mbour qui devra également payer une amende de 2 millions de francs CFA. Fallou Sylla a été en procès avec des jeunes de sa commune qui s'opposaient à la construction d'un centre commercial sur un terrain réservé en jardin public. Le verdict est tombé ce matin à Mbour où nous retrouvons Abdourahmane Diallo. Après plus d'une année de va-et-vient entre le maire de Mbour et les jeunes de Mbour devant les tribunaux, le verdict est enfin tombé. Fallou Sylla condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme avec une amende de 2 millions de francs CFA. Le maire de Mbour est poursuivi pour falsification de dossiers administratifs. La partie civile se réjouit. Maître Souleymane Diallo. C'est une décision de condamnation qui montre à quel point, en fait, ce qui a été érigé au niveau de l'espace public n'a pas été fait sur les bases légales et sur un fondement régulier en tant que tel. Donc, sur ce plan-là, on peut se dire qu'en fait, on est très satisfait de la décision. Parce que qu'il soit mis en prison ou pas, ça ne nous intéresse pas. En fait, la réalité, c'est sur la fausseté, en fait, des documents qui ont été produits et des mentions qui ont été portées et qui ont sous-tendu l'érection de ces constructions-là au niveau de l'espace public. Sur la question de savoir si Fallou Sylla sera emprisonné dès aujourd'hui, l'avocat des jeunes de Mbour apporte des précisions. Le mandat de dépôt n'a pas été décerné à l'audience, mais il appartiendra au ministère public, notamment le procureur, de procéder et d'apprécier l'exécution du dit mandat. C'est des paramètres. Le tribunal pouvait le faire d'office, bien laisser à la charge du ministère public l'appréciation à la sortie de la décision sur l'exécution de ce mandat. L'avocat du maire de Mbour n'approuve pas la décision du juge. Il compte faire appel. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. À Dakar, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication condamne la décision du directeur général de l'agence de presse sénégalaise, Thierno Birahim Fall, qui a licencié 2 agents de l'APS et suspendu un des journalistes. Il s'agit de Bamba Kassé, par ailleurs donc le secrétaire général du Synpics. Le Synpics donc qui a sorti un communiqué pour qualifier d'indigne cette décision. Résumé de ce communiqué, Mamadou Omarpa. Violent et indigne, les mots ne sont pas forts pour le Synpics pour qualifier la décision de Thierno Birahim Fall. Le directeur général de l'agence de presse sénégalaise a licencié Yaye Fatou Mbaye Diagne, chef du service commercial, et Fatou Diop Wade, chef du service administratif et financier. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal soutient que les faits ont commencé le 24 décembre 2019. Le directeur général avait démis Yaye Fatou et Fatou Diop de leurs fonctions pour nommer des directeurs. Une lettre du ministre de la Culture et de la communication lui avait signifié l'illégalité de cette décision. Elles ont alors refusé d'appliquer la décision et donc de procéder à la passation de service. Ce mercredi, Thierno Birahim Fall a décidé, toujours selon le communiqué, de passer outre les consignes du ministre. Il a expulsé ses 2 agents de leur bureau avec la manière forte. Bamba Kassé est aussi suspendu, lui qui, selon le communiqué, ne faisait qu'apporter son soutien à ses collègues. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal condamne, regrette et apporte son soutien à Yaye Fatou Mbaye, à Fatou Diop Wade et à Bamba Kassé. Synpics se réserve le droit de mener toute action pour le respect de leurs droits. Mamadou Omarba. Et puis en plus bref, le Sénégal n'envisage pas encore le rapatriement des 12 étudiants qui sont actuellement à Wuhan, épicentre du coronavirus. Le président Macky Sall donc évoque une question de moyens. Toutefois, l'État du Sénégal a donné à chacun de ses étudiants 600 000. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Youssouf Bodian. Démarrons la page des sports avec la Ligue 1 sénégalaise. Incident Pikine-Casa Sport, les Ziguinchorois se dédouanent. Ils estiment que l'arbitre et les organisateurs sont les principaux responsables des heures notées hier au stade Alassane Djigo. Voici la réaction de Siaka Bodian, il est le secrétaire général du Casa Sport. Il s'entretient avec Malal Junior Diagne. Bon, celui qui est à l'origine de ça, c'est d'abord l'arbitre. L'arbitre Youssouf Signaté de la CRA de Tambacounda qui prolonge le match sans raison. Parce qu'au lieu des 4 minutes d'arrêt de jeu qu'il a signalé, il fait jouer 7 minutes au moins. À la 7e minute, il siffle un penalty pour une faute de main du joueur du Casa Sport dans la surface. Et penalty pour Pikine, alors que c'est la même action. C'est le joueur de Pikine qui réceptionne d'abord le ballon de la main. Donc il aurait dû avoir faute pour le Casa Sport plutôt que penalty contre le Casa Sport. Donc il accumule deux erreurs manifestes qui pour nous ne sont pas des erreurs mais relèvent seulement du sabotage. Donc ça c'est la première raison de ces incidents-là. Alors,
Le deuxième aspect de ce problème, c'est quand Pékin s'en mêle. Jusque-là, rien ne nous opposait à Pékin, rien n'opposait les supporters de Casa Sport à l'AS Pékin. Sauf qu'au moment où ils descendent dans la pelouse, c'est les supporters de Pékin qui sont dans les gradins qui leur jettent des pierres qui fusaient de partout. Et il fallait donc que les supporters de Casa Sport ont réagi. Et ce qui a entraîné donc véritablement toute cette scène de violence-là. C'est pourquoi donc nous pensons que les responsabilités sont à deux niveaux. D'abord l'arbitre, ensuite les supporters de Pékin qui ont provoqué ceux du Casa Sport. Ce que nous allons faire, c'est de saisir d'abord la Ligue pour relater tout ce qui s'est passé et attirer son attention sur même les problèmes d'organisation. Parce que pour un match comme celui-là, on a confiné nos supporters dans une portion congrue du stade. Ils ont empêché à nos supporters d'attacher les banderoles. Donc c'est déjà un premier problème d'organisation. Ensuite, pour qu'ils prennent les responsabilités par rapport aux arbitres que la CCA désigne pour les matchs du Casa Sport. Siaka Bodian, secrétaire général du Casa Sport. L'AS Pékin a publié un communiqué dans lequel le club regrette des actes répréhensibles. Les Pékinois espèrent que la Ligue prendra toutes ses responsabilités pour réprimer de tels agissements, ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Nous allons poursuivre nos tentatives de joindre les dirigeants du club pékinois pour des éléments sonores. Nous parlons d'infrastructures avec les jeunes de Diamniadio qui réclament des terrains. Ils ont trouvé paradoxal que des stades de dernière génération soient érigés dans leur localité sans que de telles infrastructures de base soient mises à leur disposition. Abdou Diouf Diagne rapporte leur colère. Au moment où l'on parle de l'aréna du stade olympique, les jeunes du vieux Diamniadio, comme l'appellent souvent les habitants, ne disposent même pas d'un terrain de sport praticable. Une situation que dénonce Al-Ousseynou Sow, membre du conseil communal de la jeunesse. C'est avec gaieté de cœur que nous constatons le manque d'infrastructures qui se vit au niveau de la commune de Diamniadio. Paradoxalement, nous constatons qu'il y a deux Diamniadio et c'est malheureux pour la jeunesse de Diamniadio. Diamniadio traditionnel a un terrain municipal, un terrain vague qui n'est pas bon pour la sécurité des joueurs et des arbitres. Même tonalité chez Ibrahim Sis, président de la zone 9 de Diamniadio. Selon lui, ces infrastructures sportives installées dans le pôle urbain ne sont pas pour les sportifs de la commune. On a l'habitude de dire que c'est une autre ville qu'on est en train de créer là-bas. Parce que si c'était l'ancien Diamniadio, on aurait pas la possibilité d'aller là-bas. Mais au moment où je parle, on ne peut pas accéder à cette pôle. Pour ne pas créer de la frustration, Al-Ousseynou Sow demande à l'État de corriger cette disparité. On nous a parlé de Dakar Arena. Aujourd'hui, on nous parle de stade olympique. Mais il faudrait qu'il y ait un accompagnement pour que Diamniadio traditionnel même se sente dans les projets que le pôle est en train de faire. On ne peut pas accepter que les autorités du pays prennent les terres de la commune de Diamniadio sans pour autant qu'il y ait un accompagnement. Les responsables de la commune annoncent des mesures. Aaron Ngom est le chef des services techniques. Nous comptons réaliser des infrastructures sportives au niveau local, déjà prévu dans le budget de 2020, une enveloppe lui permettant de rénover un tout petit peu le stade municipal de Sébi-Ponty. Également, il est en train de voir avec d'autres partenaires dans quelle mesure augmenter un tout petit peu le parc immobilier sportif de la collectivité locale. Ce n'est pas la première fois que les sportifs de Diamniadio montent au créneau pour exiger des infrastructures sportives. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diagne qui met en terme à cette page des sports. Merci Abdou Diouf Diagne. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. À présent en classe, notre magazine consacré à l'éducation, présenté par El Hadji Ogoudjen. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur les violences en milieu scolaire. À prétexte les incidents entre élèves et enseignants notés ces derniers jours, ce phénomène commence à devenir monnaie courante. Comment expliquer ces violences? Nous avons donné la parole aux enseignants et aux élèves. Suivant le reportage de Moussa Oumar Gueye à Tambacounda. Instituteur à Tambacounda, Abdou Mbacké Samb exhorte ses collègues enseignants à dialoguer avec les élèves et à revoir leur attitude et comportement. Au niveau de Tamba, plus précisément au niveau de l'école Gourel Diadje 1. Nous appesantissons plus sur les enseignements alors que notre casquette d'éducateur, nous la perdons de C'est-à-dire on ne se limitait pas seulement à dispenser des enseignements, mais ces leçons de civisme, ces leçons de morale, ces leçons de vie étaient là qu'on perpétuait à chaque fois pour en tout cas pousser l'élève à ne même pas penser, je ne dis pas agresser même son enseignant ou son professeur, mais ne pensez même pas à faire du mal ou en tout cas même ne le regarder. Nous ne demandons pas grand-chose en tout cas à nos élèves, si ce n'est d'apprendre et de suivre leur apprentissage tout simplement. Aussi, ces parents d'élèves, de son point de vue, déplorent la situation et insistent sur l'éducation de base. Déjà, je déplore ça. Bon. Nous, à notre temps, on n'osait pas, franchement, on n'osait même pas regarder nos professeurs dans les yeux, surtout de se battre avec eux. L'enfant a 3 éducations.
l'éducation de la famille, de la maison, et l'éducation de l'école et l'éducation de la rue. Alors, surtout les parents, il faut vraiment s'accentuer sur ça, l'éducation des enfants. Dans la circonscription académique de Tambacounda, pour cette présente année scolaire, aucun cas d'agression d'un enseignant n'a été noté. Ces agressions d'enseignants et autres violences en milieu scolaire, le consultant en éducation Ian Sidibé s'en désole. Il préconise des solutions pour éradiquer ce phénomène. Écoutons Ian Sidibé. Il est arrivé que le modèle produit par l'école en tant que tel, ne fait plus rêver. À partir de ce moment, ça va dans tous les sens. Et on a parlé de gouvernement scolaire en son temps, mais le gouvernement scolaire, le mode de nomination du gouvernement scolaire n'est pas pertinent. Parce qu'on dira, oui, on va prendre les meilleurs élèves. Est-ce que c'est les meilleurs élèves, c'est les meilleurs leaders? Donc tout cela pose problème. Il faudrait vraiment faire un up scolaire pour voir également là où il faut utiliser les leviers. Donc ce qu'il fallait, nous on avait déjà fait proposer des mécanismes d'anticipation à la violence dans l'espace scolaire. C'est quoi? Qu'il y ait des éléments d'alerte qui nous permettent quand même d'identifier là où il y a des nœuds gordiens et essayer d'anticiper, trouver des solutions immédiates. Mais c'est paupérisé, vous avez des classes pléthoriques, infernales, il y a une frustration de certains. L'État a créé toutes les conditions susceptibles quand même de favoriser une atmosphère quand même sereine dans les enseignements apprentissages. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école de Bandafassi située dans le département de Kédougou. Cet établissement qui date de l'époque coloniale enregistre de faibles effectifs, nous dit Ibrahima Diabakhate. Je suis Mamoudou Sissoko, je suis le directeur de l'école Tambamansan Diaoula Keita de Bandafassi. Je suis arrivé ici en novembre 2014, donc de novembre 2014 à nos jours, je suis là. C'est le 5e directeur de cette école élémentaire qui a été créée en 1946. 74 ans après, l'école ne compte que 6 cours avec un effectif total de 206 élèves, dont 99 filles. Cette faiblesse des effectifs s'explique en grande partie par la prolifération des écoles à cycle incomplet, mais aussi et surtout les distances qui séparent l'école des villages polarisés. Mamoudou Sissoko. L'école polarise 4 villages, le village de Siling, celui de Lougué, celui de Etouar et celui de Bandafassi. Pour dire que ceux de Siling font 5 km pour rallier l'école, ceux de Etouar font 3 km et en montée, et puis parce que c'est sur une colline pour arriver à l'école. Ceux de Lougué font 3 km pour arriver à l'école, donc c'est difficile. Lors des cours de renforcement, on enregistre vraiment un taux élevé d'absence et ça c'est à déplorer. Ce taux de fréquentation pourrait être amélioré avec le retour de la cantine scolaire. Mamoudou Sissoko. Sincèrement, on voudrait vraiment que la cantine scolaire revienne à l'école parce que c'est un intrant d'accès au sein de l'école. Quand il y avait la cantine, les enfants mangeaient et restaient, passaient la journée à l'école. Mais maintenant qu'il n'y a plus de cantine scolaire, ils sont obligés de rentrer chez eux. Et les après-midi, c'est souvent difficile pour eux de revenir. Donc, on demande vraiment le retour de la cantine, si possible, ce serait mieux. Merci à Ibrahima Diabakhate et à Moussa Oumar Gueye. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Elhaj Ndiogou Diène. 18h passées de 24 minutes. Nous avons en ligne M. Adama Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste en décentralisation. Un maire condamné ce matin parce qu'il a transformé un espace public en centre commercial. Prétexte trouvé pour parler de l'aménagement des espaces communaux au Sénégal. Alors, jusqu'où un maire peut aller selon la loi? Oui, en fait, vous savez, ça pose plusieurs problèmes. Le problème d'aménagement des villes. Il y a d'abord qu'il y a un plan directeur dans certaines villes. Surtout à Mbour, il y a un plan directeur. Ce qui veut dire que les espaces sont désignés, sont déjà distingués et délégués à certaines infrastructures. Maintenant, si le maire a un projet, il doit présenter le projet, le plan, et s'il y a une coopération, une convention, la convention au conseil municipal. Le conseil municipal doit en délibérer, avant même d'en délibérer, doit donner le projet, le programme, les plans aux commissions dédiées. Il y a des commissions au niveau du conseil municipal qui doivent instruire l'ensemble des questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Une fois que cette instruction faite, le conseil municipal reçoit le promoteur, ou bien si c'est le maire même qui le promote, le maire présente le projet, présente le programme, présente la convention au conseil municipal, qu'il l'accepte, qu'il l'améliore, qu'il l'amende et qu'il l'adopte. Une fois que c'est adopté par le conseil municipal, maintenant, le conseil municipal donne au maire la possibilité d'exécuter la décision du conseil municipal. Une fois que c'est fait, je crois qu'il n'y a plus de problème. Tous
tous les canaux, tous les obstacles sont levés avant même l'exécution du projet. Maintenant, le maire qui est un organe exécutif, et les gens l'oublient, le maire est un organe exécutif. Quand on parle d'organe exécutif, il y a un autre organe qui est un organe délibérant, qui donne la décision. Le maire ne fait qu'exécuter les décisions du conseil municipal. Effectivement. Les gens l'oublient, le maire exécute les décisions du conseil municipal. Une fois qu'il n'y a pas de décision du conseil municipal, et que le maire exécute un programme, une convention qui n'est ni délibérée au niveau du conseil municipal, ni approuvée ou, dans certains cas, par le représentant de l'État pour le contrôle de l'égalité, le maire s'expose à des problèmes. Oui. Dans beaucoup de collectivités locales, c'est le cas. Et dans quel cas la loi permet justement au conseil municipal de modifier ce plan directeur d'aménagement-là? Ah non, le plan directeur d'aménagement, il est approuvé par décret, maintenant par l'arrêté du gouverneur. Mais maintenant, avant, le PDU était approuvé par un décret du président de la République. S'il y a une modification, il y a un ensemble de procédures qui amènent à la modification du plan directeur. Maintenant, s'il n'y a pas de plan directeur, c'est un schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement doit être présenté au conseil municipal, approuvé par le représentant de l'État, sans quoi rien ne peut être fait. En matière domaniale, le maire ne peut rien faire sans l'avis préalable du représentant de l'État, chargé de l'exécution du contrôle de l'égalité. Donc, dans ce cas-là, il y a des cantines qui sont construites sur un lieu qui était réservé à un espace public. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu... Il y a changement d'objectif. Oui, changement d'objectif. Et en ce moment-là... Sans l'aval, peut-être bien. Ça doit être avec l'aval du conseil municipal, avec l'approbation du représentant de l'État. Effectivement. Pour la modification. Mais dans ce cas-là où les populations se lèvent pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Oui. Quel est le rôle que doit jouer justement l'administration territoriale dans ça? Mais l'administration territoriale doit jouer son rôle de contrôle de l'égalité et d'éveil, même des fois d'éveil. Quand, par exemple, en général, les populations vont vers le représentant de l'État pour lui dire que le maire est en train de faire des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. C'est pourquoi la démarche participative, les conseils de quartier, les avis des organes consultatifs dont on parle tant dans le code maintenant, ont toute leur importance. Un bon gestionnaire, aujourd'hui, il ne fait rien sans avoir l'avis des populations riveraines, sans avoir l'avis des populations bénéficiaires. Et une fois que c'est fait, les gens s'en approprient et vous n'avez plus de problème. Mais si vous le faites contre l'avis des populations, contre l'avis du conseil municipal, contre l'avis des organes consultatifs. Et peut-être maintenant, avec la tranquillité, je n'allais pas dire le calme ou bien le non-contrôle de l'égalité des représentants de l'État, il y a problème. Effectivement. Il y a problème. Merci beaucoup, Adama Gueye. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la décentralisation. 18h passées de 29 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à la présentation.